et bienvenue sur Plume à Papote. Donc écoutez, rien de neuf aujourd'hui puisque on reprend le même concept que d'habitude. Je vous parle de mes lectures et on va commencer tout de suite. En tout cas, restez pour cette vidéo parce qu'il y a de très bonnes choses, des choses un petit peu moyennes mais aucune catastrophe. Donc c'est le moment, c'est l'instant pour piocher des idées pour vos lectures à vous. On va commencer tout de suite avec une autrice chouchou pour moi, comme vous le savez, Charlie Reinhardt et Road's End. Je vous mets donc en incrustation la couverture parce que je l'ai lu en e-book. C'est un e-book que j'avais acheté en promo pour je sais plus quand, et donc je ne m'étais même pas trop attardée sur l'histoire. Je savais que c'était une romance, mais j'avais vu que l'autrice donc était Charlie Reinhardt et maintenant vous connaissez ma passion pour cette autrice. J'apprécie trop ce qu'elle écrit, j'apprécie trop sa plume, donc je me devais d'acheter cet e-book et surtout de le lire. Alors j'ai dû retourner voir les prénoms parce que ça commence à dater un petit peu de cette lecture, mais on va suivre en fait Ford qui est un fan de moto, ancien militaire. Ça porte un nom bien spécifique mais je sais plus lequel. Ancien militaire, il a participé à des missions en Irak, en Afghanistan, etc. Je crois que c'est l'Afghanistan. J'ai un gros doute maintenant, désolée pour les détails. Et donc il est revenu à la vie civile après ces missions-là. Et le hasard fait qu'il se retrouve dans ce bar, donc le Road's End, qu'il va acheter et reprendre à son nom. Dans cette même petite ville, il y a son petit frère qui est député de police, donc l'assistant du shérif, mais le shérif fait nul, donc c'est lui qui fait tout le boulot. Et les deux frères en fait sont très proches, c'est Ford qui a élevé son petit frère Aaron. Et on prend en fait leur histoire au moment où une jeune femme entre dans ce bar, un peu malfamée comme ça, vous voyez un peu le style, le truc que vous passez devant, vous dites non, moi j'ai pas trop envie d'aller là-dedans. Et elle y rentre Victoria, puisque elle est au bout du rouleau et elle a cette seule option là en fait pour survivre, étant donné qu'elle a fui quelque chose, quelqu'un, on ne sait pas trop au départ, et qu'elle a aperçu donc une annonce pour être serveuse dans ce bar. Sauf que problème, cette annonce c'était par le précédent propriétaire du bar. Alors est-ce que Ford va l'aider ou pas, etc. Bon, s'il l'aide pas, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas d'histoire, donc l'intérêt est qu'il va l'aider bien entendu. Et on va donc découvrir cette relation au fur et à mesure. En fait j'ai tout aimé dans ce livre, c'est une romance donc prenez-le bien comme ça, c'est pas le dernier prix Goncourt bien entendu, mais tant la plume que tous les détails que Charlie Reinhardt peut disséminer dans son récit, moi j'ai adoré. J'ai été surprise aussi parce que vous savez, la romance ça fonctionne toujours de la même manière, c'est toujours un petit peu la même recette et pourtant elle arrive à surprendre, elle arrive à réinventer quelques petites choses par-ci par-là et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce personnage de Ford qui est bourru, qui est vraiment très masculin dans les clichés, etc. Je me dis vas-y qui va lâcher un truc qui va m'agacer d'office, et non, pas du tout. Il est parfait cet homme-là, c'est vraiment chiant d'ailleurs qu'elle écrive des personnages masculins aussi bien. Après tu fantasmes et tu te dis pourquoi j'en rencontre pas des comme ça, mais parce qu'ils n'existent pas, ils sont dans les romans de Charlie Reinhardt, tu vois. Donc faut arrêter. Et Victoria, je l'ai trouvée aussi très intéressante. Donc, on sent qu'elle a un passé tumultueux, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. On devine plus ou moins ce que c'est, mais n'empêche que voilà, c'est quand même un petit peu surprenant. Et donc ces deux âmes vont devoir un petit peu s'apprivoiser, voir où elles veulent aller, ce qu'elles veulent construire ensemble, etc. Il y a des thèmes qui sont abordés dans cette romance auxquels je ne m'attendais absolument pas dans une romance, c'est de la littérature un petit peu légère, etc. Et on se retrouve face voilà, à certaines thématiques qui moi m'ont un petit peu épatée. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Et bref, voilà, je peux que vous recommander Road's End. Je pourrais encore dire des tas d'autres choses géniales dessus, mais le problème c'est que je vais tout spoiler si je vous parle de Aaron, de Liam, voilà, je peux pas vous en dire plus. Allez découvrir Charlie Reinhardt, voilà. La deuxième lecture, c'est aussi une romance. Est-ce que je deviendrai pas une grande lectrice de romance? On se le demande. Alors, c'est 2 semaines en hiver de Noémie Hawke. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, ou Noémie Hawke, je ne sais pas. C'est un service presse que j'ai reçu par NetGalley. Et je vous mets donc à nouveau la couverture, étant donné donc que c'était un livre que j'ai lu en e-book. Et écoutez, cette histoire, en fait je l'ai déjà lue. Si vous vous souvenez d'une de mes papotes lecture, je pense que c'était au mois de décembre ou au mois de novembre, j'ai lu un Noël autour du lac de je sais plus qui. Et ben c'est la même chose avec des personnages différents.
en mieux, j'ai trouvé. Donc je sais qu'il faut pas comparer deux œuvres, etc. Mais moi j'ai pas pu m'en empêcher parce que j'ai lu cette œuvre même pas un mois après la première et donc j'ai pu tirer de grandes similitudes. J'ai préféré celle-ci, j'ai vraiment bien aimé cette romance-ci. À nouveau, à ma grande surprise, parce que on en parlait beaucoup sur Instagram au moment de Noël. Il y avait pas mal de promos qui étaient faites autour de ce titre. Mais j'avais pas de retour. Je voyais les gens qui l'avaient, ils disaient oh, j'ai trop envie de le lire pour Noël, etc. Mais je savais pas plus. Donc ça l'a bien fait avec moi. On va suivre Armel qui est j'allais dire jeune français, mais non, c'est une famille... j'allais dire mixte, mais rien à voir. Une famille métisse, mais alors je sais plus d'où, quoi, qu'est-ce, comment. Donc je suis désolée. Et en plus il a un nom de famille, mais c'est impossible à prononcer pour moi. Donc il est français, il habite à la côte et... Ah oui, il y a son papa qui est irlandais ou sa maman est irlandaise. Et son papa est... je sais plus quoi. Et bref, donc ils habitent en France. Et on apprend donc que dans sa famille, son grand-père s'est taillé il y a des années. Donc c'est un grand-père qu'il ne connaît pas. Sauf que son grand-père vient de décéder et lui lègue son chalet au Canada. À Aspen, je crois, quelque chose en genre. Donc bah, lui qu'est-ce qu'il fait, bah, il va quand même aller sur place, voir un petit peu ce qu'il peut faire de cet endroit et peut-être aussi apprendre à connaître son grand-père à travers ce qu'il reste de sa vie là, quoi. Et donc en arrivant là, bah, il tombe tout de suite sur Sean Pack, auquel il ne s'attendait absolument pas, qui est un jeune, je veux dire, du terroir, hein, même si ses parents sont immigrés de Corée. Oui, c'est la Corée, je pense, si je ne me trompe pas à nouveau. Ça commence à dater pour les détails. Et Sean est, on va dire ranger, c'est pas vraiment ranger, mais bon voilà, il guide les gens dans la nature, etc. Il préserve l'environnement et ainsi de suite. Il est fort en contact avec les touristes qui viennent visiter sa région, puisque c'est waouh, hein, c'est le Canada, c'est le Grand Nord, franchement, donc ça donne envie. Et l'entente va se faire, mais pas non plus immédiatement, voilà. Donc c'est plein de petits rebondissements rocambolesques, mais qui sont pas si rocambolesques que ça. C'est la vie au Canada, quoi. Tu vois un orignal, t'as un ours sur ta terrasse, voilà. Donc c'est des moments très marrants où Armel est là, elle dit qu'est-ce que je fais et puis ces moments où bah, ils apprennent à se découvrir, où Sean vient un petit peu à sa rescousse, etc. Tout en restant sur ses gardes parce que les gens du cru, les gens de la région ont peur qu'en fait Armel vende ce chalet au plus offrant et que ça devienne quelque chose qui soit pas éco-responsable, qui soit pas ancré dans la réalité des habitants et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il y a une petite romance qui se met là en place et qui est vraiment toute mimi, toute mignonne. J'ai vraiment bien aimé ça. Dans tout ce que j'ai aimé, donc c'est ces petits moments marrants entre les deux personnages, j'ai envie de vous dire. J'ai également apprécié le fait qu'Armel soit bisexuelle et le nombre de fois où j'ai lu certaines de ses pensées, j'étais là, oh mais je te comprends tellement mec, mais ma vie quoi, ma vie. Donc point de vue de la représentation, ça m'a fait mais chaud au cœur de lire un personnage bisexuel, pas totalement caricaturé, vous voyez, etc. Ça m'arrive pas souvent de lire des personnages comme ça et voilà, la représentation, ça compte et c'est important. J'ai également fortement apprécié ces idées un petit peu écologiques, enfin écologique est un bien grand mot, mais cette conscience que les gens peuvent avoir de la nature, et ça a vraiment résonné en moi parce que comme vous le savez, j'habite un milieu rural et depuis le Covid et même avant, hein, notre région elle est un peu beaucoup envahie par des citadins qui veulent du calme, qui veulent du vert, qui veulent un jardin, hein, parce que le télétravail c'est cool, mais si t'as de la place, si t'es pas dans un 4 mètres carrés quoi, toute la journée et donc voilà, on voit ces gens arriver avec plaisir, mais aussi un petit peu avec oui mais on va pas faire n'importe quoi chez nous quoi, hein. Faites un petit peu attention à la nature et ainsi de suite. Et là c'est quelque chose que j'ai retrouvé, donc et je m'attendais pas du tout à ça à nouveau dans une romance, que ce thème là soit traité dans une romance, donc j'ai vachement apprécié par le plus grand des hasards. Ce livre est tombé entre mes mains et je peux que vous le recommander. Alors dans les lectures un petit peu moins joyeuses, nous avons Ma vie de cafard de Joyce Carol Oates. C'est un roman que j'avais acheté il y a déjà quelques temps, qui était une bonne petite bricasse. Et Joyce Carol Oates, je l'avais découverte avec Nul et Grande Gueule. Et on m'avait dit que c'était vraiment quelqu'un qui écrivait très très bien, qu'il fallait découvrir et ainsi de suite. Donc maintenant quand je vois un de ces romans en poche, j'ai tendance à l'acheter sans me poser de questions. C'est ce qui était arrivé avec celui-ci. Et donc je l'ai enfin sorti de ma pile à lire. Et pas de regret, même si les thèmes qui sont traités dans ce livre
sont pas piquées des verres et sont dramatiques. On va suivre en fait Violet Rue Kerrigan, oui je pense que c'est Kerrigan, qui est donc une jeune fille aux États-Unis, une enfant encore, elle a à peine 12 ans je pense au début des faits, et elle vit dans une petite ville, on va dire ça comme ça, où la mixité raciale n'est pas présente, hein, clairement pas. Donc elle va à l'école, les noirs sont d'un côté, les blancs de l'autre. Voilà, il n'y a pas de mélange, on va dire, entre les anciens immigrés irlandais et les noirs, j'allais dire d'Amérique, mais oui, enfin vous m'avez compris. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être témoin de faits dramatiques et être le témoin clé dans une affaire de violence raciale. Le problème, c'est que ce qu'elle va dire à la police, en fait, va mettre sa famille dans la mouise, puisque les personnes ayant commis cet acte affreux, ce sont ses deux grands frères. Et donc la famille va la rejeter immédiatement et va essayer de se consolider autour des deux grands frères qui ont totalement merdé, hein, on peut pas le dire autrement, même plus que merdé. Et donc on assiste à travers ses yeux d'enfant à une fracture totale et à son rejet total par sa famille. Elle va garder très peu de contact avec cette famille, alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est que ça se répare et qu'elle puisse retrouver ses parents, puisque c'était franchement la petite fille préférée finalement de la famille. Et là, ben, malgré ça, ça ne va pas passer. C'est donc une histoire, c'est un drame, hein. C'est une histoire, ben, j'allais dire dramatique. C'est pas un sujet facile à lire, tant par les événements qui touchent donc cette famille endeuillée suite à la mort de leur enfant, tant par le point de vue également de Violette qui comprend pas en fait pourquoi sa famille est à ce point là, et elle espère jusqu'au bout pouvoir réparer ce qui s'est passé, et voilà, en tant qu'adulte t'as juste envie de la prendre dans tes bras et dire mais c'est pas ta faute, voilà, t'as rien fait de mal toi, ta famille t'en veut, tu es la messagère, mais c'est pas toi. Il y en a deux autres proches de l'âge adulte qui ont pris leur décision et c'est eux qui ont merdé et c'est pas toi. Donc voilà, c'est un roman difficile à lire, hein, par certains côtés, mais qui est absolument magnifique. Et la narration de Joyce Carol Oates est assez spéciale, mais il y a des flashbacks, il y a des retours en avant, des avancées très rapides, des retours en arrière, etc. Et donc c'est une espèce de petite fresque, un peu comme l'esprit humain finalement. Un assemblage de milliers de petites blessures dans la vie de Violette qui vont constituer la fresque de sa vie. Et donc bah, à nouveau je peux que vous recommander cette lecture. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Foncez, découvrez cette autrice absolument géniale. Ah oui, et sur le résumé, les mix ça se passe dans les années 70, pas du tout, hein. D'ailleurs j'ai contacté la maison d'édition via Instagram, je leur dis il y a une erreur, ça se passe en 1991 ou 97, donc dans les années 90. Donc c'est un récit relativement récent. Alors, dans les autres bonnes lectures que j'ai faites, et je vais aller très vite dessus, c'est Mariage et tentative de meurtre, donc c'est le tome 2 de Médium et plombier de J.L. Marrow. Donc je l'ai lu en e-book, je l'avais aussi acheté lors d'une promo ou je sais plus quoi. Enfin voilà, j'avais lu le premier tome et j'avais vraiment bien aimé. Donc on suit en fait un plombier anglais qui est médium. Et en fait la police fait appel à lui pour retrouver des cadavres, hein, très souvent. Alors ici, c'est pas la police qui fait appel à lui, mais une de ses tantes qui est décédée. Alors c'est pas une tante vraiment par lien familiaux, mais vous voyez, c'est l'amie de ses parents et ainsi de suite. Et donc cette personne a été présente toute sa vie. Et elle lui dit, bah voilà, tu vas hériter de moi, mais tu dois retrouver absolument mon testament dans ma maison. Donc voilà, donc on est bien parti. Sauf que parallèlement à ça, ben, il reprend contact avec sa sœur. Sa sœur vit des grands moments parce qu'elle va se marier, d'où le titre, hein, Mariage et tentative de meurtre, et ça va l'amener à mener une enquête sur qui a voulu tuer sa sœur lors de sa soirée de fiançailles. Donc voilà, ça vous pose un petit peu le cadre. Et ce que j'adore dans ce livre en fait, c'est l'ambiance anglaise. Le sarcasme du personnage principal, moi il me fait hurler de rire, je le trouve sarcastique à souhait, mais en étant absolument charmant. Enfin la façon dont il s'écrit, puisque c'est lui-même le narrateur, quand il intervient avec d'autres personnages,
Il est absolument adorable, hein. C'est un petit chou à la crème. Mais voilà, il a plein de remarques sarcastiques, etc. Et ça, pour moi, c'est très très anglais, vous voyez. Et j'aime beaucoup. Le point noir de ce livre, parce qu'il y en a un, c'est sa traduction. Donc, je sais que ce livre est publié en français par une petite maison d'édition. Je pense, si je ne me trompe pas, mais j'en suis quasi sûre, donc c'est MXM Bookmark. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas un gros budget à mettre dans de la traduction. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel, à nouveau, je pense, selon les petites recherches que j'avais réalisées il y a un an, ils font appel à des traducteurs indépendants, vous voyez, sur des sites où n'importe qui peut s'inscrire pour avoir un job de traduction. Alors, c'est bien pour les gens qui veulent travailler, etc. hein, mais d'un autre côté, c'est pas par des traducteurs professionnels et ça se ressent, mais alors d'une force. Et moi, j'ai levé les yeux au ciel, mais tellement de fois face à cette traduction à nouveau, mais je suis désolée de le dire, je suis désolée pour la personne qui a fait ce boulot de traduction, mais c'est raté. C'est raté, il n'y a rien qui va. Voilà, les tournures de phrases sont quand même un peu lourdes, c'est pas très fluide, je suis pas sûre que le style de l'auteur soit entièrement respecté. Et alors pour moi, là où ça ne passe pas du tout, et c'est pour ça que je suis aussi sévère, le traducteur ou la traductrice a francisé énormément de choses. Donc quand le personnage principal va à la librairie, au lieu, je sais pas moi, de dire par exemple Waterstones, qui est, je pense, une des chaînes de librairie les plus connues aux États-Unis, si je me trompe pas, on dit je vais aller à la Fnac. Oui, puis après il va aller au Cultura, quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça se passe pas en France, donc il n'y a pas de Fnac, il n'y a pas de Cultura. Ou alors vous avez un personnage qui adore la francophonie et la Fnac a ouvert, je sais pas moi, en Angleterre pour ces gens qui adorent le français et il y va. Mais non, 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 ça ne va pas. Et voilà, la Fnac c'est l'exemple le plus frappant, mais c'est arrivé plein de fois où en fait cette culture anglaise n'est pas respectée. Et t'as envie de dire, mais nous en tant que lecteurs, on va savoir faire le travail et se projeter. T'es pas obligé d'adapter à ce point-là pour ta traduction, quoi. Donc, enfin, j'ai pas compris en quoi ce choix pouvait paraître correct et opportun pour la personne. Et je suppose qu'après une traduction, il y a quand même quelqu'un qui relit. Je comprends pas que personne n'ait dit au traducteur ou à la traductrice, mais non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Voilà, donc désolée pour le travail de cette personne, mais bah, il est nul, voilà, toutes mes excuses pour cette vérité. Par contre, l'histoire est bien, voilà, l'histoire est bien, et donc si j'avais pas acheté le tome 3 et le tome 4, franchement je passerais en anglais, je les achèterais en anglais, mais pas de bol, je les ai achetés. J'ai acheté tout le set, donc bah, il va falloir continuer en français avec cette traduction pourrie. Merci, parfois je réfléchis pas. Ensuite, je vous parle à nouveau d'un autre aspect obtenu sur NetGalley, c'est La Princesse étrangère, donc Le Royaume du Nord, le tome 1 de Virginie Decamp. Je pense que ça se prononce comme ça. Je vous en ai parlé sur Instagram et donc je vous remets à nouveau la couverture ici, puisque c'est à nouveau un e-book obtenu via NetGalley. Ça avait l'air bien. Et donc je me suis dit bah vas-y, enfin c'est de la fantasy, ça se met bien dans tes challenges fantasy que tu veux faire pour ce début d'année. Alors oui, j'avais suffisamment de livres fantasy à lire avant d'en demander des nouveaux, mais je me suis dit allez là ça passera bien, en plus c'est une petite romance et c'est un trope, enfin c'est une ficelle de scénario qui me plaisait bien, j'avais envie de lire ça, vous voyez. C'est un espèce de Enemy to Lovers, oui, Enemies to Lovers, c'est parfait pour le challenge de Nina, romantasy, franchement foncez dessus si vous avez envie. Ensuite on suit Eugénie, donc c'est dans un univers totalement inventé, hein, de fantasy, je pense pas qu'il y ait de la magie. Donc Eugénie est princesse sur une petite île, j'ai envie de dire la Méditerranée, mais c'est pas la Méditerranée puisque c'est pas notre monde. Et elle est envoyée par sa famille, donc par son père et sa mère, qui sont les dirigeants de cette île, en tant que dernière fille, la troisième, pour aller négocier la paix avec un autre état, une puissance du Nord. Et à la tête de cette puissance du Nord, eh bien, il y a le Kaiser, qui est tout le contraire d'Eugénie, forcément. J'ai envie de l'appeler Ophélie à cause de la passe miroir, mais c'est pas Ophélie. Donc si je dis un moment Ophélie, c'est bien Eugénie. Hein. Et donc ben, l'arrivée d'Eugénie dans ces contrées va être quand même très différente
de ce qu'elle vit elle dans son quotidien, puisqu'elle vit sur une île, la mer est là, il fait bon, il fait chaud, elle a d'ailleurs, on voit sur la couverture, mais elle est noire de peau, et elle arrive donc dans un pays slave, inspiré de la Russie, moi j'ai eu l'impression, dans un royaume comme la Russie ou quelque chose dans le genre, avec un homme, un dirigeant qui est très froid, qui se cache, qui est taiseux, qui ne l'accueille pas vraiment en grande pompe, quoi. Sauf que il va falloir conclure un accord de paix et ça va déchirer Eugénie, mais cet accord de paix va être signé sous la condition d'un mariage entre le Kaiser et une héritière de son île, quoi, donc elle ou sa sœur. Je pourrais aller plus loin dans le résumé parce que dans le résumé de la 4e de couverture ils vont beaucoup plus loin, mais en fait ça vous spoil quasiment 75% du bouquin. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Si vous voulez en savoir plus, franchement allez voir sur Livre Addict le résumé et vous en saurez beaucoup plus. Mais je vous dis déjà, donc on est face à une romance hein, et un Enemies to Lovers, donc vous doutez bien de qui va tomber amoureux de qui, et ainsi de suite et ainsi de suite. La question c'est, est-ce que ça va être un mariage totalement forcé, indigne et vraiment moche à lire, ou est-ce que ça va être autre chose? Donc pour ça franchement j'ai bien aimé l'ambiance qui était là, la recherche qui avait été faite je trouve dans tout cet univers, la création de cet univers. J'ai bien aimé les moments où Eugénie se retrouve avec le Kaiser et on va dire où il s'apprivoise un petit peu, etc. C'est très platonique, mais voilà, j'ai bien aimé cette tension qui commençait à naître entre eux. Ce qui est passé quand même bof bof, mais c'est le triangle amoureux. J'étais là, ah non, pas encore ça, on en a trop vu, mais bon, ça passe finalement, l'autrice. Bon, on a été interrompu par ma batterie qui est décédée en cours de route, mais j'ai trouvé une solution. Enfin, j'espère que ça fonctionne. On va voir, on va voir. Bref, je vous disais donc que j'ai bien aimé ces moments de tension entre Eugénie et le Kaiser où ils se découvrent, etc. Où on ne sait pas encore si vraiment l'alchimie va prendre entre eux, si ça va bien se passer ou pas du tout. Finalement, le bémol que j'ai par rapport à ce livre, c'est qu'il traite d'un sujet, un mariage arrangé, comme Rosen que j'avais lu, mais genre 10 jours à peine avant. Donc le récit de Rosen était très très présent dans ma tête, ainsi que la plume de Laetitia Danaé, et donc à nouveau j'ai pas pu m'empêcher de faire des comparaisons entre les deux livres. Le bémol que j'ai, et j'en ai, enfin c'est arrivé plusieurs fois sur cet ouvrage, c'est qu'en fait l'autrice, je pense qu'elle a écrit cette histoire pour se faire plaisir, que c'est tout ce qu'elle aime, etc. Et c'est ce qu'on aime aussi hein, quand on aime la romance, la romantaisie. Donc elle va répondre à des attentes là-dessus, mais c'est pas un récit suffisamment ficelé, suffisamment subtil pour moi. Dans le sens où elle ouvre des opportunités de scénaristique. Voilà, il y a des choses qui se passent, des intrigues qui se mettent en place. Et quand on arrive à la fin du tome 1, aucune, mais je dis bien aucune de ces intrigues n'est résolue. Et la seule chose qui est résolue, en fait, c'est ce qui est spoilé dans le résumé et qui arrive à 75% du bouquin. Et donc pour ça, moi, c'est un problème parce que j'en ai pas pour mon argent. Alors j'avais qu'à lire le résumé, j'avais pas besoin de lire tout ce bouquin-là. Et alors, ça se termine sur un cliffhanger et tu comprends pas d'où il vient. En tant que lecteur, tu dis, mais pourquoi avoir fait ça? Si c'est juste pour nous donner envie de lire la suite, c'est qu'alors, si ça ne repose notre envie de lire la suite que sur ce cliffhanger, c'est que le bouquin ne tient pas la route, tout simplement, point de vue de son scénario. Les personnages, peut-être qu'on s'y est attaché, etc. Eugénie est sympa, hein, le gros avantage c'est qu'on n'a que son seul point de vue durant tout le livre, donc on a le temps de bien la comprendre, de s'attacher à elle, etc. Ça c'est un bon point de la part de l'autrice. Mais j'étais très 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 en colère sur ce cliffhanger. Et franchement, plus j'avançais dans le livre et plus j'étais là, mais on va rien avoir de résolu dans tout ce qu'elle a soulevé par rapport aux intrigues politiques, par rapport aux trahisons qu'il pourrait y avoir entre différents personnages, etc. Et donc ça pour moi c'est vraiment vraiment un gros problème. Et quand je suis tombée sur ce cliffhanger, j'étais en colère, je peux pas le lire autrement. Alors ça sert à rien d'être en colère contre le bouquin ou contre l'autrice, donc je lui ai fait un post quand même assez sympa sur mon Instagram et une critique assez sympa sur NetGalley. Mais voilà, sachez-le, si vous vous aventurez là-dedans, vaut peut-être mieux attendre le 2e tome pour les enchaîner. Et d'ailleurs je vois pas pourquoi ça n'a été publié que comme un seul tome. Je pense que la maison d'édition a peut-être voulu se faire un petit peu d'argent en publiant 2 tomes, etc. en se disant ça va être une saga et donc tirer sur le filon là-dessus. Mais
pour moi, vu la façon dont c'est écrit, ça aurait pu tenir en un seul tome. Même si j'ai pas encore lu le deuxième, hein, bien entendu, je peux m'attendre à des belles surprises, mais ce cliffhanger m'a mis mais vraiment très en colère. Alors, je continue à vous parler des SP de NetGalley, les monstres de Rookhaven de Padraig Kenny. À nouveau, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous le mets ici, puisque c'était un e-book. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, là, pour le moment. Alors, ce livre, c'est un roman jeunesse gothique monstrueux, voilà. C'est un peu dans la même veine que Les enfants particuliers de Miss Peregrine. Oui, on est vraiment sur quelque chose de ce style-là. On a de la magie, on a des êtres monstrueux. Et là-dedans, deux enfants totalement normaux qui se retrouvent confrontés à ces monstres. Et à la découverte de la magie, quoi, d'un univers fantastique. C'est la littérature jeunesse, c'est destiné aux enfants. Je peux pas donc trop vous parler de l'intrigue parce que c'est ultra simple, c'est pour les enfants, c'est du jeunesse. Mais voilà, si vous avez dans votre entourage des enfants qui aiment bien les trucs un petit peu bizarres comme ça, etc., qu'ils foncent là-dessus. Moi, c'est pas du tout ma came. Les enfants particuliers de Miss Peregrine, j'avais pas apprécié du tout. Celui-ci franchement non plus, et je dois dire que ce qui n'a pas aidé, c'est qu'en fait il est illustré et je pense que les illustrations valent le coup, hein, que l'objet livre vaut le coup, mais moi comme je l'ai lu en e-book, un e-book ne rend absolument pas justice à des illustrations qui sont prévues pour soutenir l'intrigue et soutenir le développement des personnages. Donc je suis passée à côté de ce point de vue là et je peux pas donc en dire beaucoup plus sur ce livre. C'est pas un échec, mais voilà, je vous le déconseille pas du tout. Faites-vous votre propre opinion dessus. Mais moi, clairement, c'est une lecture où je suis passée à côté, assez à côté finalement. Et enfin, le dernier livre dont je souhaite vous parler, et ça a été ma dernière lecture du mois de janvier quasiment, qui m'a accompagnée pendant toute une partie du mois de janvier, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je l'ai lu donc dans le cadre du livre du club de lecture de Rouge Pingouin, et c'est Elisabeth, je crois son prénom, mais je sais jamais son identifiant Instagram, qui ont envie en fait cette année de lire des classiques anglais, de la littérature anglaise. Et moi la littérature anglaise c'est mon dada, j'adore ça, et elle proposait pas mal de classiques que je n'ai jamais lus, dont Jane Eyre. Et écoutez, je me suis procuré ce livre sur Spotify. Je savais pas que sur Spotify il y avait des livres audio, mais donc il est gratos sur Spotify si vous êtes abonné à Spotify, bien entendu, sinon il faudra vous coltiner toutes les pubs, hein. Et j'ai vachement bien aimé ce classique. Donc je ne connaissais pas du tout la plume de Charlotte Brontë. Je la découvrais et je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer en anglais. Je suis prof d'anglais, je ne l'ai jamais lu en anglais, ça fait longtemps que j'ai pas lu un classique en anglais, mais même des lustres. Donc vas-y, essaye. Au pire, ça marche pas et tu repasses au français. Et en fait, même en audio, ça a été top, nickel, crème. Parce que Jane Eyre a un personnage qui a tendance à vachement bien expliquer ce qui se passe autour d'elle, etc. Donc c'est vraiment le récit de sa vie, hein, de sa jeunesse, de son enfance, jusqu'à... mais je peux pas vous dire jusqu'à quand, sinon je spoil. Voilà, donc je vais pas spoiler, mais bon, en même temps cette histoire est ultra connue, Jane Eyre. Je pense qui ne connaît pas Jane Eyre. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mis à part que j'ai bien aimé ce classique. C'est une romance un peu gothique par certains côtés. Ça, il était très marrant en fait quand je le lisais, je me suis dit il y a dû se passer des choses dans la vie de cette fille, de cette femme qui a écrit, parce que tu sens de temps en temps que ça va s'orienter vers le gothique. Donc tu dis, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un qui était plus là-dedans, etc., un auteur ou quoi, et qui l'a influencé. Puis à d'autres moments ça part totalement dans l'autre sens, donc tu dis, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a un truc ou l'autre qui l'a influencé à nouveau. Voilà, donc c'est la romance ultime, hein, Jane Eyre, je peux pas vous le dire autrement. Il y a sûrement des romances avant celle-là, mais alors celle-là, elle est sur du high level. Si vous aimez la romance, moi je vous le conseille franchement. Je vous le recommande chaudement. On a cette espèce de Monsieur Darcy, mais encore pire que lui, qui est... Enfin, t'es là, tu dis, mais comment tu peux tomber amoureuse, meuf? Ça va pas être possible. Et puis finalement tu t'attaches, voilà. Et oui, j'ai bien aimé Jane Eyre qui, par certains côtés, elle est très avec l'homme qu'elle aime, dire mais tu t'écrases beaucoup trop. Et puis d'un autre, t'es là, tu dis bah non en fait c'est bien, enfin
Voilà. Et donc c'est un livre avec plein d'adversités, etc. Je suis en train de me dire, j'en parle mais hyper mal, mais je sais pas quoi vous dire, mis à part, bah allez-y, lisez-le. Franchement, voilà, je sais pas quoi vous dire. Et puis j'ai l'impression que tout a été dit, enfin, ce livre a été sûrement tellement analysé encore et encore et encore que je peux rien vous en dire de plus, mis à part aller le lire. Donc en gros, si je résume cette papote lecture, lisez tous les bouquins que j'ai lus parce que c'était bien. J'ai eu quand même pas mal de bonnes lectures durant ce mois de janvier. Il y a quelques bémols de temps en temps, etc. L'un des plus grands étant sur Mariage et tentative de meurtre avec la traduction et La princesse étrangère, ce cliffhanger à la fin qui m'a mis en colère. Mais bref, voilà. Et je peux déjà vous spoiler la prochaine vidéo papote lecture. Il y aura aussi de bonnes lectures, voire même de très très bonnes lectures la prochaine fois que je vous retrouverai pour une papote lecture sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré ces changements de luminosité. Voilà, le soleil est à nouveau plus là, c'est un peu trop sombre, mais bon écoutez, voilà. Malgré aussi la coupure suite à la batterie qui était mourue. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire et à me partager en commentaire une de vos lectures coup de cœur du mois de janvier. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!